quand même très bien structuré en France, avec justement des groupes coopérateurs qui vont se présenter. Euh, et donc les trois principaux, enfin les trois en France sont Unicancer, le GERCOR et la FFCD, c'est la Fédération française de chirurgie digestive, pour ce qui est ce qui va intéresser le cancer du pancréas, hein, bien sûr, et qui sont groupés au sein de l'intergroupe Prodige. Et donc, ça va être une partie des structures qui vont piloter les essais cliniques, pour lequel après, il peut y avoir des collections d'échantillons qui peuvent être intéressants pour la recherche fondamentale et translationnelle. Alors, il y a bien sûr des essais qui sont menés en dehors de ces groupes coopérateurs et on essaiera de les colliger aussi pour faciliter l'accès à ces échantillons si les promoteurs sont d'accord. Il y a aussi des essais purement industriels. Là, c'est quand même très difficile d'avoir accès aux échantillons, mais c'est quand même une grosse partie des grands essais français qui sont promus euh, par ces groupes coopérateurs qui vont venir vous présenter aujourd'hui comment ils sont structurés et puis comment vous pouvez travailler avec eux pour euh, utiliser les échantillons, faire avancer vos projets de recherche et puis qu'on améliore aussi après nos connaissances sur le cancer du pancréas et son traitement. Donc, j'admets, normal, je me souviens plus dans quel ordre on avait démarré. Ah oui, on commençait par la FFCD, c'est ça? Très bien. Donc, merci à Thomas Aparicio, qui est le président de la FFCD, qui est euh, oncologue à l'hôpital Saint-Louis. Merci de ton temps, Thomas. Merci beaucoup aussi à tous et à toi autant que tu as passé à monter ce beau projet parce que c'est quand même toujours énormément d'investissement. Alors je sais pas, j'ai demandé un partage d'écran. J'ai pas l'impression que ça marche. Si ça y est. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez le diaporama de la FFCD apparaître? Oui, Oui, c'est on bon. le voit. C'est bon? Ok. Je vais vous résumer en quelques diapos ce qu'est la FFCD et comment on peut s'impliquer dans ce réseau. Donc, c'est une association loi 1901 à but non lucratif qui a été créée en 1981, maintenant, ça fait 40 ans. Et elle a dans ses objectifs, d'une part, au départ, surtout un objectif de formation des acteurs en cancérologie digestive, hein, pas uniquement des gastroentérologues, mais des chirurgiens, des oncologues médicaux, bien sûr, des radiothérapeutes, des anapathes, voilà. Et donc, il y a un programme annuel de formation qui comporte deux cours intensifs, une journée d'hiver en janvier à Paris, une journée de printemps qui est itinérante comme les cours intensifs dans les différentes régions. Et puis plus récemment, on a fait un post-ASCO ESMO qu'on appelle Enjeu, pour des raisons de copyright, qui marche bien maintenant, et bien sûr les symposiums au GIFOD. L'autre aspect de la FFCD qui s'est beaucoup développé depuis plus de 20 ans, c'est la promotion d'essais nationaux, mais également quelques essais internationaux. Donc c'est surtout des phases 3, aussi pas mal de phase 2, très peu par contre de phase précoce, ça c'est pas notre cœur de métier. Il y a également des corps de données de vie réelle qui sont à la fois cliniques mais également biologiques parce qu'on a fait un gros effort de collection biologique et de recherche translationnelle, hein, donc que ce soit donc en biologie, mais également on a collecté un certain nombre de données d'imagerie. Alors on le fait moins systématiquement maintenant parce qu'on se rend compte que c'est quand même insuffisamment valorisé. Et puis également des données de qualité de vie, plus spécifiquement en progériatrie chez les patients âgés. Et le dernier rôle de la FFCD, c'est d'être une société savante pour la cancérologie digestive. Donc, on est régulièrement sollicité par l'INCa et différentes institutions pour répondre pour des demandes d'expertise. Et puis, on participe bien sûr très activement au Thésaurus national de cancérologie digestive. Donc, le principe de la FFCD, c'est d'être multidisciplinaire, que ce soit en termes
de qualification, hein. Donc, il y a des oncologues, des gastroentérologues, des chirurgiens, des radiothérapeutes, des radiologues, des anapathes. Et également en termes de lieu d'exercice. C'est-à-dire qu'il y a des membres FFCD qui exercent en CHU, en CEAS, en centre de lutte également, même si depuis la création de Prodige, finalement, on se retrouve dans Prodige, mais on s'éloigne peut-être un petit peu au sein de la FFCD. Et puis également les privés qui, en termes d'inclusion, sont quand même très actifs, on va le voir. Donc l'objectif, c'est d'avoir un maillage vraiment de tout le territoire. Donc, là, on annonce 250 établissements. Alors bien sûr, tous les établissements ne sont pas ouverts pour chaque essai, hein, mais globalement, c'est à peu près la taille du réseau, je dirais, maximale, avec pour objectif d'apporter dans ces différents établissements des innovations, des thérapeutiques et diagnostiques, mais également, bien sûr, des essais de stratégie. Sur le plan réglementation, on a fait des gros efforts pour être conforme aux différentes normes actuelles. Et donc, on a été qualifié. Et on tient bien sûr à notre indépendance, puisque on a en termes de sources de financement, d'une part le PHRC, mais souvent le PHRC sous-finance les études. Et puis il y a une fonction d'un centre hospitalier aussi, comme on a un PHRC qui diminue le budget. Et sinon, c'est des collaborations avec des industriels. Donc, on tient absolument à rester totalement indépendant en termes de publication de résultats, d'analyse de résultats. Ça, on est totalement intransigeant là-dessus. Donc là, vous voyez à peu près l'étendue du réseau, bon, vraiment le territoire, y compris des centres plus récemment qui sont ouverts notamment à La Réunion. Martinique un peu moins actif, mais à La Réunion, il y a une activité. Alors ça, c'est la photo du bureau de la FFCD qui va être modifiée dès janvier, puisque c'est Jean-Marc Philippe qui prendra la présidence. Et puis moi, je deviendrai vice-président. Et on va faire rentrer, alors là, je vais vous décrire, donc moi, actuellement, je préside, il y a Jean-Marc qui est vice-président, Pierre-Michel qui est vice-président, qui sortira du bureau, Laetitia Dahan à Marseille qui est secrétaire générale, Cécile Giraud, qui est la directrice exécutive, qui n'est pas médecin, Aude Lepage, qui est trésorier à Dijon, David Tougeron, qui est à Poitiers, Claire Gallois à HEGP, Sylvain Manfredi également à Dijon, Julien Taïeb à l'HEGP, Véronique Vendrelli, qui est radiothérapeute à Bordeaux, et Pierre-Laurent Puy, qui est biologiste, également à Paris. Et puis, on a deux représentants de la NGH, l'Association nationale des gastroentérologues de centres hospitaliers et généraux, donc Noël Lam et le docteur Camille Saracouz. Donc, vous voyez que c'est une équipe assez variée. On va faire rentrer dans le bureau un chirurgien. Pour l'instant, on n'a pas de chirurgien dans le bureau et on veut diversifier un petit peu les qualifications du bureau. Et puis, il y aura également Nadine Fares qui va rentrer de Toulouse. La FFCD, physiquement, c'est basé à Dijon, parce que historiquement, la FFCD, elle est née de la volonté de Jean Febvre, notamment, et donc du registre des cancers dijonnais, enfin des Côtes d'Or plus exactement. Et c'est là qu'est née cette structure qui a bien grandi depuis, puisque maintenant c'est 50 salariés, donc c'est totalement dédié au cancer digestif. On a des salariés qui font tout, c'est-à-dire on a des statisticiens, data managers, chefs de projet, bien sûr, ARC moniteurs. Donc on essaie d'être totalement autonome pour l'ensemble de nos tâches. On a un site, vous pouvez aller visiter, bien entendu. On a notre propre système de randomisation, notre propre système d'ICRF et bien sûr des bases de données qui commencent à être vraiment très étoffées. Et ces dernières années, ce qui a évolué aussi, c'est notre ouverture à l'international avec notamment une autre initiative lors de l'ESMO il y a 3 ans ou 4 ans à Paris, la création du groupe NGIC, qui est European Network for Gastrointestinal Cancer. Et donc, ça regroupe, vous voyez, tous les drapeaux qui sont là. On a notamment les principaux groupes, Bono en Italie, IU en Allemagne, TTD en Espagne, BGDO
en Belgique, et puis également des Hollandais, des Anglais, des Suisses, des Scandinaves, qui nous ont rejoints. Et maintenant, on fait vraiment une réunion physique à l'ESMO et à l'ESMO GI, et puis une réunion en distanciel, en général en février, avec des premiers résultats, puisqu'on a plusieurs essais maintenant qui sont promus dans ce cadre. C'est-à-dire que c'est un groupe qui est promoteur, et puis ensuite, il y a les autres groupes qui vont s'agréger à l'essai, sous réserve qu'il faut qu'ils trouvent leur financement. Notre conseil scientifique donc est organisé selon les différentes organes, hein, tout simplement. Donc, il y en a bien sûr un qui est consacré au pancréas, qui est dirigé par Nicolas Villiers. Et l'actuel président du conseil scientifique, c'est David Tougeron, et Claire Gallois est secrétaire du conseil scientifique. Et donc, c'est un conseil scientifique qui est ouvert plutôt aux adhérents FFCD, mais c'est où on discute les essais sur leur partie clinique, mais on a un conseil scientifique où le matin, c'est consacré à la clinique et l'après-midi à la recherche transnationnelle. Donc, on a 2 conseils scientifiques par an. Donc, il y a tout un processus, comme dans tous les groupes, hein, de validation des essais. Bien sûr, l'essai, il faut un financement, hein, c'est souvent la limite, encore que on arrive à dégager des moyens pour financer quelques études sur fonds propres. Donc là, c'est pour vous montrer surtout la répartition des inclusions, vous voyez, et des centres actifs. Donc les CHU, c'est les plus actifs, mais derrière, il y a les centres hospitaliers généraux et le privé, qui est quand même là aussi bien présent. Donc finalement, on arrive à avoir une photographie, une vraie photographie de vie réelle. On n'est pas que des centres tertiaires, donc c'est très différent de ce que vous proposez, par exemple, une cancer, où c'est plus localisé dans certains sites. Alors les résultats, bon, bien sûr, depuis 88, on en a fait des essais, hein, plus de 120, 18 000 patients, publications évidemment. Rien qu'en 2025, on a 38 essais en cours d'inclusion ou de suivi, coordonnés par la FFCD. Ça compte pas des essais prodiges qui pourraient être coordonnés par le cancer ou GERCOR. Et depuis 5 ans, on a réalisé une soixantaine d'études translationnelles dans les dernières études publiées qui ont apporté les modifications majeures. Hein, c'est Prodige 13 sur la modification de la surveillance des cancers colorectaux et Prodige 51 sur une modification du traitement de référence par chimiothérapie en première ligne gastrique. Et puis cet essai POCHI qui va nous aider à sélectionner peut-être des cancers colorectaux pour l'immunothérapie à partir d'un score immunitaire non-base. Donc là, c'est le portefeuille. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'essais ouverts en cours d'inclusion, que la majorité des essais, c'est dans le côlon, que ce soit adjuvant, néoadjuvant, métastatique, dans le rectum. Donc on couvre vraiment l'ensemble des situations avec maintenant dans le côlon la difficulté du démembrement moléculaire et donc des essais de niche, plus des lignes, on a plusieurs lignes thérapeutiques, donc c'est vrai qu'on arrive vite à une inflation d'essais thérapeutiques qui pose un petit problème quand même de gestion de tous ces essais. Et dans le pancréas, pour l'instant, on n'a pas d'essai pancréas métastatique, on en a fait, hein, mais on n'en a pas actuellement qui court. On a un essai de chimiothérapie néoadjuvante et puis un essai aussi de chimiothérapie pour les borderline, plutôt pour des situations localisées. On attend d'autres essais dans cette situation. Et puis, donc, des essais aussi dans les tumeurs rares, tumeurs endocrines, adénocarcinome de l'intestin grêle, cholangiocarcinome. Voilà, on a donc un portefeuille qui n'est pas complètement équilibré, mais qui est assez vaste. Et pour terminer, un focus sur ce qu'on a en base de données pour le pancréas, hein, donc je me limite au pancréas. Vous voyez que on a plusieurs essais en situation métastatique. Hein, on a 3 essais en situation métastatique qui sont terminés, donc tout est disponible.
en termes de données cliniques, bien évidemment, hein, les endpoints sont analysés. Alors, Gmax, ça vient juste d'être analysé, donc c'est tout récent, mais les deux autres sont plus anciens maintenant. Et puis, on a donc l'essai NeoPredict, qui est du néoadjuvant, guidé par la signature transcriptomique, et donc qui va démarrer bientôt. Alors, et donc, qu'est-ce qui est disponible dans ces essais? Ben, on a des, euh, euh, des fragments tumoraux, donc des biopsies hein, en pratique, essentiellement. Donc, vous voyez que on n'a évidemment pas des fragments tumoraux pour tous les patients. Hein. C'est en général moins de la. Enfin, ça dépend des études. Hein. Dans FNGmax, finalement, on est presque exhaustif. Mais dans les autres, il y a une attrition importante avec les essais plus anciens. On a du sang à baseline, donc ça c'est important, avec donc des tubes DTA, et puis pour le dernier essai, Fugemax, on va faire de l'ADN tumoral circulant. Donc vous voyez qu'on a du plasma et du DNA qui peut être extrait, qui a été extrait d'ailleurs et qui est conservé. Euh, on a de l'imagerie disponible en regard simplement pour l'essai Fungemax et demain pour Neopredict. Et bien sûr, on a des larmes disponibles. Donc, voilà, c'est ça qui peut être partagé. Alors évidemment, tout ça, ça a un coût. Hein, donc, bon, en général, on demande quand même pour un projet une participation à, à- parce que cette base de données, ben, elle a évidemment été assez chère et assez coûteuse à mettre en place, mais via des demandes de financement, que ce soit PRTK ou LIG ou ARC. Voilà, il faut penser bien sûr à mettre une ligne pour amortir un peu ce travail, cette base de données qui en général n'a pas été très bien financée initialement. Je crois que c'est terminé. Alors, il y a juste une chose qui m'étonne dans mon diapo en angle des finances, et je ne voulais pas du tout parler de produits, donc il y a une diapo qui manque. C'est pas bien puisque justement on est les trois autres. Si, c'était bien indiqué, Thomas, c'était bien indiqué avec NGIC, c'était au-dessus d'NGIC. Ah oui, pardon, ouais, ok. Moi, j'en parle aussi, mais. Ah, c'est ça, ouais, ouais. Donc on a bien sûr le partenariat Prodige qui est un partenariat qui depuis 2017 qui est quand même un super succès hein, parce que on a plus de 110 essais qui ont été réalisés ou qui sont en cours. Et donc c'est le partenariat sur l'oncologie digestive entre la FFCD, Unicancer GI et le GERCOR. Et on fait des conseils scientifiques communs aussi. Et on a des études transactionnelles en commun, parce que parfois il y a des études de GERCOR qui peuvent être analysées chez Pierre Lampil. Enfin voilà, on essaie vraiment de collaborer au maximum. Et globalement, c'est une force, je crois, pour la France d'avoir ce partenariat. Voilà, je ne prends pas plus de temps. Merci Merci. de votre attention. Merci beaucoup Thomas. Peut-être aussi compléter que la FFCD abrite aussi des cohortes hors essai, donc, dont on va dire la relevance clinique est peut-être pas aussi parfaite euh, parce que c'est pas un essai clinique randomisé, etc. Mais que je pense à des cohortes de tumeurs de l'ampoule, il y en a peut-être d'autres qui ont été colligées et qui sont hébergées par la FFCD et qui peuvent être tout à fait une aide à pour un chercheur, vous déposez un PL bio et vous êtes adossé à une collection ou un essai pour une validation finale de vos. C'est un vrai plus pour vos dépôts de projets. Ah oui, oui, alors je vous ai fait le panorama complet de la FFCD, sauf pour la biologie où je me suis restreint à l'adénocarcinome du pancréas. Donc effectivement, bien sûr, il y a d'autres collections biologiques, hein, dans le colorectal, dans l'estomac, dans l'ampoule. Oui, oui, non, non, mais ouais, oui, alors moi l'ampoule, je mets ça c'est à l'interface, mais effectivement, et puis il y en aura peut-être d'autres demain. Là, il y a peut-être un projet sur les carcinomes à cellules acineuses où la FFCD sera peut-être l'hébergeur, etc. Et donc c'est vrai que je crois qu'il faut
c'est vrai pour tous les groupes coopérateurs, pour les chercheurs, ça peut vraiment être un gros plus dans votre demande de financement que vous ayez une validation terminale sur une belle cohorte. Et puis en termes de partenariat aussi avec Frappe, je ne sais pas si vous, c'est un intérêt d'avoir, selon les essais qui sont en montage, en train d'être construits, si vous avez, lors qu'ils sont discutés au conseil scientifique, envie que des chercheurs viennent pour participer Alors, aussi à la réflexion le, et ou à la construction des au équipes. conseil scientifique et FFCD, ils sont vraiment les bienvenus. D'ailleurs, tu es déjà venu, tu es Mhm. déjà venu. Donc, vraiment, oui, au contraire, c'est important qu'on puisse bénéficier éventuellement d'un éclairage différent. Et on est tout à fait ouvert à intégrer des chercheurs dans le comité scientifique. Encore faut-il qu'on sache qui fait quoi et c'est Tout l'objectif. à fait. Non, mais c'était pour si s'il y a une volonté, on peut aussi relayer l'information au réseau Oui, et je voilà. pense qu'il Donc, est tout à parfait. fait. Ouais. Après, sur le conseil scientifique prodige, je pense que là, on est assez contraint en termes de temps, et qu'on se focalise Oui, vraiment sur les questions cliniques. Mais après, chaque groupe fait son propre. Bon, on va en parler, j'imagine, avec une cancer et Jarcor. Chaque groupe organise ses propres réunions. parfait. Est-ce que tu peux rester jusqu'à la fin? On fait les questions à la fin ou tu as un impératif et on fait les Maintenant, questions plus pour la facile, FF? c'est à 14 heures. Euh, Bon, alors peut-être est-ce que il y a des questions spécifiques à la FF, enfin ou Sachant que Daniel peut peut-être rester jusqu'à la fin, au départ. Oui, oui, si besoin. parfait. Bon, voilà, on va peut-être faire les trois présentations et possiblement, donc on va essayer donc de mettre en place ce catalogue. Mais donc un chercheur qui veut une collection de la FFCD, comment il fait? Il contacte donc Daniel, si tu veux te présenter, c'est quel est votre comment il fait pour vous contacter? Alors, il peut contacter un. Alors déjà, si c'est une collection qui est rattachée à un essai, peut-être le plus simple, c'est de contacter le coordonnateur de l'essai. Hein. Et ensuite, de toute manière, toute utilisation de la collection, elle va remonter à Daniel et ça fera l'objet d'un avis du bureau. On a une réunion de bureau tous les mois, donc c'est quand même relativement réactif. Et après, donc toujours les questions, c'est voilà, est-ce qu'on demande une participation financière ou pas bon. Tout l'intérêt pour les chercheurs d'anticiper. Alors, si c'est une utilisation d'une petite partie de la collection ou de données déjà disponibles, mais sinon de bien le mettre dès vos demandes de financement, de se dire, bon, là, je vais travailler sur du métastatique, je vais avoir besoin de valider. Donc, de prévoir dans votre PL Bio ou dans votre PRTK, c'est peut-être un peu moins le sujet, mais dans votre PL Bio ou votre demande ARC que vous voyez avec la FFCD et les autres groupes coopérateurs en amont pour budgéter la partie qui sera nécessaire à l'utilisation des échantillons. Il est quand même important, et alors là, c'est peut-être Daniel qui centralise le plus toutes les infos, c'est de s'assurer que la recherche ne soit pas en concurrence avec une recherche déjà effectuée, en fait. Hum, Euh, Oui, Parce que ça peut être ça, des fois, un peu le problème. Mais sinon, après, oui, voilà, on est ouvert dans la mesure du matériel disponible. Oui, après, donc oui, pardon, je suis Daniel Gonzalez, je travaille à la FSCT, je suis chargé de la valorisation donc des partenariats avec les académiques et les industriels pour valoriser les collections. Et en fait, oui, en règle générale, c'est moi qui centralise. Donc, soit vous pouvez contacter le coordonnateur ou moi. Et ce qu'on peut faire, peut-être parfois en amont de contacter le coordonnateur, c'est s'assurer de la faisabilité du projet avant de déranger tout le monde. Et une fois qu'on s'est assuré de la faisabilité, donc que les échantillons sont conservés et ont été techniqués de manière optimale pour le projet de recherche, se dire, bah, on va commencer à contacter le coordonnateur et faire remonter la demande et structurer la demande, quoi. Et, oui. Et ça, systématiquement, il y a une validation, voilà, il y a une validation par le bureau de chaque projet de recherche, quoi. parfait. Merci beaucoup. Alors, on faisait ça dans On va, l'ordre on va passer au alphabétique. GERCOR, normalement, Bénédicte. C'est l'ordre alphabétique, hein, il n'y a pas de Voilà. favoritisme.
Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je dois excuser Christophe Louvet, donc le président du GERCOR, qui est malheureusement indisponible et donc qui m'a laissé la parole pour, pour cette présentation. Et bien évidemment, merci Norma et Jérôme de tout le travail que vous faites et de nous laisser nous présenter. Donc, j'ai prévu aussi un petit diaporama et sans se concerter, on a à peu près les mêmes. Alors, je vais mettre mis à peu près les mêmes choses. Moi, j'ai moins de données. Voilà, c'est bon? Oui. Alors, donc le GERCOR, également une association de loi de 1901, donc privée à but non lucratif. Les statuts ont été déposés en 97, donc on fêtera les 30 ans lors d'une année d'élection présidentielle. Donc prochainement, cette association donc, regroupe nos membres, ce sont des oncologues médicaux principalement, et elle a été dédiée à la recherche clinique sur les cancers digestifs et intestinaux. Il me semble que j'avais d'autres. Peut-être des animations. Alors, ah oui, voilà, c'est ça. Donc, on voit les différents types d'études que l'on peut faire. Bénédicte, attends, Et je ne sais pas s'il n'y a que moi, ton diapo, il défile pas. Oui, pareil. Non, pareil. J'ai alors, j'ai un parce que je petit suis en rond mode. bleu. Ah, pardon. Alors, je vais faire dupliquer le diaporama. Hop. Est-ce que là, c'est mieux? Exact, parfait. Pour moi, c'est bon. Oui. Ok. Oui, donc association dédiée à la recherche uniquement sur les cancers digestifs et intestinaux. Bon, même si on a eu une mention sur l'ORL, on a pu aussi historiquement avoir quelques mentions. Aujourd'hui, on est vraiment focalisé sur cancer digestif. Donc également, donc nos recherches s'appuient sur un réseau d'oncologues, encore une fois sur les oncologues qui sont membres du GERCOR. Et alors essentiellement, nous, dans les établissements publics et les ESPIC, on a très peu dans le privé. C'était une des discussions d'ailleurs dans le groupe Prodige vendredi dernier. Et le but, en fait, essentiellement de nos recherches, c'est de permettre aux patients d'avoir une meilleure survie, d'avoir une meilleure qualité de vie pendant leur traitement, de aussi tester des traitements innovants ou des utilisations de médicaments qui soient optimisés, et également de s'intéresser à la moindre toxicité ou le moins d'effets indésirables possible pour les patients. Donc, nos études, à chaque fois, dans les objectifs principaux et secondaires, ça traite de ces différents objectifs. Pardon. Ah, j'ai vraiment des soucis avec mon diaporama, je suis désolée. Voilà. Donc, en termes d'organisation, ça, je pense que c'est valable en effet pour l'ensemble des groupes coopérateurs. Hein. Le GERCOR fournit l'ensemble des services support aux médecins, aux chercheurs, aux médecins investigateurs, enfin aux PI des études, et ce afin de promouvoir au plus grand nombre de patients un accès à la recherche. Donc, dès la phase de conception d'études, nous intervenons donc par le biais également de notre comité scientifique. On a aussi également un méthodologiste qui est au CHU de Besançon, Davy Verneret pour ceux qui ne le connaissent pas, mais avec lequel on est en partenariat pour tout ce qui est la méthode des études GERCOR. Et donc un comité scientifique, je vous présenterai après, une rédactrice médicale. On a aussi la chance d'avoir un oncologue médical salarié au sein du GERCOR. Donc pour tout ce qui est phase de conception de l'étude, avec également les aspects réglementaires, la préparation et la soumission des documents administratifs et financiers. Donc là aussi avec nos affaires réglementaires, nos data managers qui créent l'ICRF. C'est tout le cheminement. Hein. Vous êtes peut-être au fait avec tout ça, peut-être pas la peine de détailler. Mais voilà, du début de l'idée du projet d'essai
jusqu'à la valorisation, qui est donc la publication et la réutilisation des données cliniques et collections biologiques. Donc voilà, on intervient dans toute cette chaîne. Donc notre organisation, nous on est moins nombreux, hein, on verra, mais donc le président Christophe Louvet, qui est à l'Institut Mutualiste Montsouris. On a un bureau, donc le bureau du conseil d'administration, bureau du CA, qui est donc composé de notre vice-président Christophe Tournigan, qui est à l'hôpital Paul Brousse, de Romain Cohen, qui est à l'hôpital Saint-Antoine, de Christophe Borg au CHU de Besançon et de David Malka à l'Institut Mutualiste Montsouris. David Malka étant également notre président du conseil scientifique. Et le conseil scientifique, je ne vous ai pas détaillé, mais on a également une douzaine de membres actifs véritablement dans ce conseil scientifique qui est aussi divisé en sous-groupes thématiques. Mais pour le coup, on les réunit 2 fois par an, le conseil scientifique, et toute spécialité, enfin tout organe confondu. On ne fait pas des réunions de sous-groupes dédiés. Donc ensuite, votre serviteuse donc, en qualité de déléguée générale et en plus donc, toute l'équipe. Donc vous voyez la responsable médicale qui est oncologue, une responsable des affaires réglementaires, la directrice des projets de l'ancillaire, donc Stéphanie Joannet, qui est également connectée et qui participe à chaque webinaire du FRAP, hein, du réseau. Thomas Calfati, également directeur des études cliniques et de l'APV, un office manager, et ensuite donc notre rédactrice médicale, nos chefs de projet, les attachés de recherche clinique et PV et pharmacovigilance, 2 data managers et une assistante de recherche clinique et un agent d'entretien. Donc voilà pour les forces vives du GERCOR. En gros, donc nous on a un peu plus de presque 300 alors oncologues, mais pas que. C'est vrai qu'on a aussi quelques anatomopathologistes, enfin une bien active, quelques radiothérapeutes, mais c'est essentiellement en effet des oncologues, et à peu près une centaine d'établissements hospitaliers qui peuvent participer à nos études. Donc 18 collaborateurs, comme je vous disais. On a inclus 1041 patients en 2024 et à fin octobre 2025, on est à 658. Donc c'est vrai qu'on remarque quand même un infléchissement de nos inclusions, alors qui peut être dû soit à la multiplicité des études aussi industrielles qui peuvent aussi être concurrentes, et une trentaine de communications écrites ou orales depuis le mois de janvier 2025 sous forme de papier, d'abstracts, de posters, des oraux, des communications orales. Ah oui, et voilà. Donc, également, donc, on travaille en étroite collaboration avec le réseau des GCO. Donc, chaque GCO, donc ici spécifiquement, la FFCD et le GERCOR, on fait partie d'un d'un réseau plus large qui comprend en effet tous les groupes coopérateurs en oncologie. Donc, c'est également, vous les avez, hein, le LISARC, LISA-LISARC pour le lymphome, ARCAGI pour la gynéco, l'IFCT pour tout ce qui est cardiothoracique, l'IFM, c'est pour le myélome, voilà, d'autres groupes coopérateurs, et qui nous permet d'échanger aussi sur nos différentes pratiques et d'échanger sur nos problématiques. L'idée est également de pouvoir faire des projets aussi transorganes. Et on a pu avoir des projets, notamment un en cours là, Tarlanec, avec l'IFCT, l'AFFCD et le GERCOR. Et comme le disait Thomas Aparicio, donc depuis 2012, donc le GERCOR a été intégré dans le groupe Prodige qui préexistait, a été préintégré en 2012, donc ce partenariat avec FFCD et Unicancer. Et en effet, nous avons des conseils scientifiques en commun, des discussions vraiment d'un haut niveau pour les porteurs de projets aussi qui souhaitent être labellisés Prodige, qui permet vraiment de bien calibrer leurs projets et de voir en effet s'il n'y a pas de concurrence
avec les autres projets du réseau Prodige, enfin de la labellisation Prodige. Donc nous, on est plus modeste hein, en termes d'études. Donc classés, vous voyez, selon les différents organes. Donc sur le pancréas, on a Tédopam et Mazépa, deux justement études labellisées Prodige qui sont en suivi. Donc les inclusions sont terminées. On a une cohorte Canopée. Donc aujourd'hui, on en a plus de 300, dans Canopée, on a plus de 400 patients qui sont entrés, il me semble, dans la cohorte. Donc ça, c'est toujours en cours. Et puis Panoramix, dont on va ouvrir là bientôt aux inclusions, qui est aussi labellisé Prodige. Les autres études, vous voyez, donc dans le colorectal MSI des MMR, l'œsogastrique, les voies biliaires, et puis les multisites, vous voyez. Et on vous a mis également en projet. Donc là, ce sont des projets, mais on n'en a pas sur le pan. Ah si, on en a un sur le pancréas. C'est lequel? C'est lequel? L'ASCA? Non. Justement, en tout cas, pour le moment, rien de lancé sur ce sujet-là. Et on voit donc des études en cours, en suivi et des projets. L'état des collections biologiques au sein du GERCOR, donc par localisation également. Donc, nous, on fait également des prélèvements d'échantillons du microbiote également, des selles, donc du sang et des tumeurs. Donc, par localisation, vous avez le nombre de collections qui sont en cours. On n'a pas eu le temps, en effet, de détailler comme Thomas Parizeau l'a fait, mais bien sûr, on pourra bien évidemment vous transmettre plus de détails sur le pancréas, notamment. Parce qu'on a 4 avec du sang et 4 avec des tumeurs. Je pense que ce sont les 4 mêmes, peut-être. Voilà, 4 mêmes études. Voilà pour ce qu'il s'agit du GERCOR. Et également, donc, pour soumettre, donc, nous avons également donc, un conseil scientifique. Alors, ce qui se passe quand une personne veut utiliser, bien évidemment, donc, sur des données d'études clôturées, et clôturées, c'est publié, et, voilà, base gelée et clôturée de notre côté. Généralement, le process, il s'adresse d'abord en fait au PI de l'étude. On a une cohorte là actuellement, enfin IDEA, qui est pas mal sollicitée. Bon, c'est pas le pancréas, mais c'est une belle base de données cliniques qui est très utilisée. Donc, plutôt contacter le PI de l'étude et qui donne son aval. Et une fois qu'il a donné son aval, à ce moment-là, c'est mise en relation avec les équipes du GERCOR pour voir la faisabilité du projet, s'il y a besoin d'un data transfer agreement, et de voir s'il y a aussi du temps GERCOR qui sera à dédier pour de la base de données, si les data managers doivent ou pas se mobiliser. On n'a pas encore, nous, de chargé de valorisation, comme la FFCD à proprement parler. Donc, c'est plutôt Stéphanie qui gère cette partie-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, réfléchi encore, outre à des data transfer agreements, à l'utilisation, hormis l'aval du PAI de l'étude. Et Christophe m'a chargé de vous transmettre le message suivant, qui est de dire que bien évidemment, toutes nos collections qui seraient utiles à des travaux de recherche, bien évidemment, seront mises à disposition par le GERCOR. Encore une fois, moyennant le circuit habituel, mais que Christophe Louvet souhaitait vraiment saluer votre initiative
et que tout ce qui pouvait être fait pour valoriser ces cohortes, valoriser ces échantillons, ces données, puisse être fait de notre côté. Donc, vous pouvez compter sur notre plein soutien. Merci beaucoup. Surtout que je pense on est un peu en retard dans le pancréas par rapport à d'autres cancers, mais on a eu beaucoup, pour l'instant, d'essais avec des chimiothérapies, donc des molécules un peu bazooka, bon, bien sûr, il y a un impact biologique extrêmement important pour les chercheurs, mais où on commence à avoir, et les essais qui sont piloté par Cindy, Tedopam ou Mazepa, où là, il y a de l'immunothérapie, il y a du vaccin, demain, il y aura des KRAS inhibiteurs, donc des choses qui modulent un peu plus la biologie de la tumeur et qui peuvent être extrêmement pertinents pour valider une hypothèse biologique des chercheurs. Et donc, faut pas s'en priver parce que il y a pas, il y a des fois, il y a des petites discordances entre les modèles murins et les prélèvements humains, et donc c'est toujours bien d'avoir les deux ensemble. Merci beaucoup, Bénédicte, pour ton temps. Et puis, on va terminer par Unicancer. Je ne sais pas si c'est Laure qui présente, je ne l'ai pas vu. Bonjour, non, C'est Jérôme. voilà, Jérôme Lemonnier. Laure m'a demandé effectivement de venir à cette réunion puisqu'elle ne pouvait pas se joindre. Alors je crois, je ne sais pas s'il y a Aurélien Lambert qui est connecté, qui devait présenter le groupe. J'ai pas l'impression de le voir. Bon, c'est pas grave. Donc moi, je suis responsable de programmes cliniques et de programmes de recherche translationnelle à Unicancer. J'ai piloté le groupe cancer du sein pendant 16 ans, le groupe UCBG. Et donc là, comme l'UCGI est un groupe de recherche d'Unicancer, je vais commencer ma présentation par présenter un peu Unicancer. Je vais partager bien sûr les diapos. Voilà, je pense que vous voyez les diapos. Alors, je vois, il y a un truc qui s'affiche. Voilà. Vous voyez bien les diapos là? Oui, c'est bon. OK. Alors, et puis peut-être, j'espère que, en tout cas, Aurélien va nous joindre au moment où on arrivera à la présentation du CGI, parce que je vais être peut-être un peu embêté. Alors, qu'est-ce que Unicancer? Unicancer, c'est un groupement de coopération sanitaire qui réunit les centres de lutte contre le cancer, hein. Il y a 18 centres et 2 centres affiliés. Donc, c'est des institutions privées, non lucratives, et réunit également leur fédération, qui est l'organisation patronale. Et donc, ce GSCS mutualise leurs projets scientifiques médicaux, et mutualise les activités stratégiques en ressources humaines, en communication, en achat, en support IT, et également en recherche. Et en recherche, il y a la partie R&D et puis la partie data et données partenariat. Donc la partie recherche est organisée autour de ces deux piliers. La direction recherche et développement, qui va assurer un peu le continuum entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, en passant bien sûr par la recherche translationnelle. On gère des projets internationaux, stratégiques, et on collabore alors avec les CLCC, entre autres, hein, puisqu'on ne travaille pas que avec les centres de lutte contre le cancer, mais également avec toutes les institutions, qu'elles soient CHU privées, et on développe aussi des collaborations nationales et internationales pour développer nos recherches cliniques. L'autre direction concerne les directions des données et des partenariats, qui en fait coordonnent les centres de lutte contre le cancer pour structurer les données et les exploiter, créer des bases de données de vraie vie, des entrepôts de données de santé,
et puis développer un peu toutes ces infrastructures pour acquérir des nouvelles données de patients. Alors, au niveau de la recherche, alors je vais plus me focaliser sur la partie recherche clinique, la direction de la recherche clinique. Alors, on a plus de 150 professionnels dédiés aux activités de recherche clinique avec toutes les expertises qui vont de l'assistante aux attachés de recherche clinique, les coordonnateurs, les chefs de projet. Voilà. On a un centre de ressources biologiques centralisé qui est basé au centre de Léon Bérard à Lyon, un data center qui est également centralisé et qui lui est basé à Montpellier, et toute notre activité de recherche clinique a la certification ISO 9001. Et on héberge aussi une personne du bureau de liaison de l'ORTC. Au niveau du financement, alors on a différentes sources de financement. Des financements privés, bien sûr, puisque lorsqu'on développe des études cliniques, ou en tout cas certaines d'entre elles, on fait appel à des partenariats avec des sociétés pharma ou des biotech. Des financements publics, alors via des PHRC, les PRTK qui ont été cités aussi précédemment. On a des projets aussi de collaboration qui sont financés par l'Union européenne. Euh, voilà, on a des financements académiques aussi via des collaborations avec d'autres groupes coopérateurs internationaux. Et puis, on reçoit aussi on a des partenariats avec des associations caritatives. Vous voyez la Ligue contre le cancer ou la Fondation ARC. Voilà comment on est structuré au niveau de la R&D. Donc, la R&D est dirigée par Muriel Daran avec son adjointe qui est Beata Gésina. Et vous pouvez voir qu'il y a différents groupes de recherche. Vous voyez en bas, alors en partant en bas à gauche sur la partie bleu clair, et donc il y a l'UCBG qui est le cancer du sein, et vous avez les noms des responsables de programmes cliniques responsables de chaque groupe. Donc Sylvie Mijonnet pour le sein, et alors pour UCGI et Head and Neck, urogénital Catherine Léger, médecine personnalisée Martha Jiménez, et immuno-onco et radiothérapie Asia Lamrani, et puis l'oncogériatrie Claire Dumas. Voilà, et puis on a des groupes transverses. Alors il y a le groupe de recherche translationnelle que je pilote, et puis on a Noureddin Aitramoun qui est dans la direction des affaires réglementaires et de la vigilance et de l'assurance qualité. Voilà, une personne responsable de l'équipe juridique et puis des rédacteurs médicaux. Voilà. Alors voilà nos groupes d'experts qui sont notés ici. Avec les noms des présidents de chaque groupe. Alors pour le groupe digestif, c'est Julien Edlin qui est le président du groupe digestif. Donc chaque groupe est représenté par un président. Alors peut-être je l'ai dans le diapo suivant. Non, pas là. Mais bon, c'est au sein de ces groupes que se dessine en fait toute la stratégie du groupe et puis où les décisions sur le développement et le pilotage des essais cliniques va se faire. Voilà, après, si vous avez des questions, bien sûr, je pourrais revenir sur ces diapos. Ça, c'est le bilan d'activité de Unicancer en 2024. Donc, on avait 124 essais en cours, dont 39 internationaux. 2200, un peu plus de patients inclus, différents partenariats, des lettres d'intention et de PHRC et de PRTK qui ont été soumis, des publications et puis voilà des projets européens approuvés qui sont listés en bas de la diapositive.
Altea, Predi Lynch, Optima Young, Oasis et MyBrave. Alors, est-ce que Aurélien nous a rejoint? Sinon, enfin, je peux continuer. Après, j'aurais besoin, est-ce qu'il y a des personnes du groupe UCGI pour m'aider? Voilà, j'apprécierais que vous interveniez. Le président donc, est Julien Edlin et vice-président Aurélien Lambert. Donc, c'est un groupe UCGI qui a été créé donc, en 91 pour développer ces programmes de recherche dans différentes localisations digestives que vous voyez notées ici. Alors, œsophage, estomac, côlon, rectum, canal anal, foie, pancréas, voie biliaire et tumeurs neuroendocrines. Et comme ça a été cité précédemment, l'UCGI fait partie de l'intergroupe Prodige, qui réunit donc FFCD, UCGI, GERCOR. Avec une labellisation alors de l'intergroupe labellisé par l'INCa, l'Institut national du cancer, depuis 2013. Vous avez sur cette diapo les axes stratégiques du groupe, qui est de mener des phases 2 innovantes, voilà, pour donner accès aux thérapeutiques innovantes et aux combinaisons de traitements auprès des patients, mettre en place des grandes études pour, bien sûr, essayer d'améliorer et de changer les pratiques ou dédiées à des situations rares. Voilà, au niveau national, mais aussi international, comme ça a été cité par la FFCD dans ce groupe européen, ce réseau européen NGIC sur les cancers gastro-intestinaux. Développer des programmes de recherche translationnelle, alors en lien avec les projets cliniques qu'on développe. Voilà, il y a une volonté d'impliquer les jeunes médecins dans les projets de recherche. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour le groupe et pour Unicancer en général, et de participer à la formation des professionnels qui sont impliqués dans la recherche en oncologie digestive. Alors, on a des collaborations internationales, principalement en Europe, mais aussi voilà, pas mal avec le Canada en ce qui concerne le groupe gastro-intestinal. On peut être le pilote de groupes d'études internationales. Voilà, par exemple, je pensais ce qui est noté là sur la gauche, en Prodige 24, Irocas, Soregat, le Saphir ABC, Trifulox et Circulette 3. On peut aussi participer à des études internationales en tant que partenaire. Et puis, voilà, donc on a des collaborations avec des intergroupes internationaux. Alors, les chiffres clés, donc il y a plus de 50 projets qui sont promus par le groupe UCGI dans différentes localisations digestives, avec 5 études en suivi, 7 en cours de recrutement et puis 9 en cours d'initiation de lancement. Voilà, en moyenne, il y a environ 8 essais qui sont en cours de recrutement par an, avec environ 300 patients recrutés. Voilà, quelques communications, 5 à 6 communications par an également, avec des présentations aussi lors de congrès. Et puis des PHRC qui sont soumis chaque année avec bon, c'est toujours très compliqué. Il y a une compétition qui est très, très rude en PHRC. Donc voilà, mais c'est pas mal, hein. Il y a une bonne activité du groupe puisqu'on voit en moyenne, il y a 6 PHRC soumis par an, 5 à 6 soumis, donc ce qui est bien. Voilà, après, en termes de dossiers acceptés, c'est toujours un peu compliqué. Voilà le portfolio des études en cours. Bon, je ne vais pas aller dans le détail. Je pense que les diapos seront partagés, j'imagine, après avec le groupe. En tout cas, ça ne me pose pas de problème de les partager.
Voilà, donc dans les différentes indications, vous avez la liste des études cliniques. Il y a une question dans le chat. Ah non, d'accord. Et donc en cancer colorectal, adjuvant métastatique, rectum, anus. Donc voilà, vous avez les acronymes et puis les titres que vous pourrez voir après. Voilà, donc dans le pancréas, il y a trois études en cours qui sont citées là, GEMPAX, Néopan, Prodige 24, mais c'est en cours sur les programmes euh, translationnels, il me semble qu'ils sont terminés Oui, tout à fait. en recrutement, c'est ça? Ok. Euh, et donc, probablement que c'est des études sur lesquelles on peut solliciter l'accès aux échantillons biologiques actuellement. Voilà. Et puis, quelques projets phares qui ont été notés par Laure ici, avec le nombre de patients inclus. Et les collections biologiques sont en cours d'utilisation pour des projets translationnels, donc qui sont déjà en cours d'exploitation, avec des validations de signatures et des recherches d'anomalies. Voilà la liste de la collection biologique qui est à disposition dans le pancréas, avec les situations donc, que vous avez notées ici. Alors, borderline, je ne suis pas très familier avec cette situation, mais sinon. C'est Panda, c'est Panda qui est terminé, qui cherchait la radiothérapie en périopératoire, bah, Ah, d'accord. en préopératoire. Donc, c'est le tout dernier essai, notamment piloté par Aurélien Lambert en situation borderline. OK. Et vous avez donc en situation adjuvante, localement avancée, puis les lignes 1 et 2 métastatiques. Voilà, avec du matériel tumoral de biopsie qui sont disponibles, mais aussi des prélèvements sanguins qui sont disponibles aussi pour certaines études, hein, avec du sang total ou du plasma ou du sérum. Voilà, pour accéder aux données, donc on a un process mais pareil que pour les autres groupes coopérateurs d'ailleurs, hein, il y a un process de demande d'accès. Donc on a un formulaire dédié pour faire ces demandes aux ressources cliniques et ou biologiques, où on demande d'avoir un rationnel, préciser la population, les objectifs, la méthodologie, et puis de décrire plus précisément les données qui sont demandées dans le cadre du projet, avec bien sûr quelques références biblio pour appuyer le rationnel et le projet. Vous envoyez donc cette demande auprès du responsable de programme clinique UCGI, donc Laure en l'occurrence, et ou à cette adresse qui c'est contact transla@unicancer.fr. La suite de ça, le projet sera évalué pour évaluer la faisabilité et puis le faire valider ensuite par le comité de pilotage de l'étude ou, ou le bureau UCGI. Et lorsque le projet est validé, on met en place un Data Transfer Agreement ou un Material Transfer Agreement que nous proposons à Unicancer. Et voilà, donc j'espère avoir été suffisamment clair. Et désolé si c'était pas précis, mais je suis pas très familier avec le groupe UCGI. Je peux dire un mot juste pour le pancréas dans le CGI. Donc, Brice Chanès, je Hmm. participe
aux réunions. Donc, UCGI pour le pancréas, c'est Alice Boilev qui est la représentante au sein du sous-groupe Prodige. Là, ça a changé puisque c'était Emmanuel Mitry avant et là, ça va être Alice Boilev. Les projets sont discutés d'abord à UCGI, puis ensuite, on participe évidemment tous aux intergroupes Prodige avec la FFCD, le GERCOR. Et pareil, voilà, les collections ont été super bien présentées. Il y a pas mal de collections qui ont déjà été beaucoup valorisées, notamment Prodige 24, qui était l'adjuvant. Mais voilà, il y a des collections en cours, et puis ça sera tout résumé dans les portfolios que, avec Frapp, on est en train de mettre en place avec Jérôme et Norma. Tout. Et ce qui est intéressant merci beaucoup Jérôme, sur ces collections, c'est finalement, moi j'appelle ça un peu le millefeuille, mais alors bien sûr sur des biopsies, on peut faire moins de choses que sur une pièce opératoire, mais finalement, si une équipe obtient un projet pour faire je sais pas, de l'exome parce qu'elle s'intéresse au remaniement chromosomique et qu'une autre équipe a un financement parce qu'elle s'intéresse au méthylome, une autre équipe, etc. On finit par avoir sur exactement le même échantillon des niveaux d'information différents et chaque fois qu'il faut processer la collection, c'est énormément de temps. Et on finit à force, Prodige 24, c'est un bon exemple où voilà, il manque le méthylome, mais sinon il y a énormément de choses qui ont été faites à différents niveaux. Et aujourd'hui, si quelqu'un veut regarder la mutation associée à un changement du profil d'expression et peut-être aux données cliniques et à quelques marqueurs protéomiques, c'est quelque chose qui peut presque, j'exagère, mais prendre un ou 2 mois, là où s'il fallait reprocesser 300 échantillons, le temps serait énorme. Mais tout le travail ayant été fait sur exactement la même cohorte, avec plein d'équipes qui avaient des intérêts scientifiques différents, bah, ça fait qu'en fait, on construit sur une cohorte plein de niveaux. Et à chaque fois qu'on a besoin de la réutiliser, ça prend de moins en moins de temps et ça coûte de moins en moins cher. Et donc, c'est intéressant, effectivement, d'avoir cette approche un peu mutualisée qui est voilà, très facile sur des pièces opératoires parce que c'est des gros bouts. Et sur des biopsies, il faut prioriser effectivement l'intérêt. On peut pas toujours tout faire sur tous les fragments. Mais voilà, le fait de tous travailler sur les mêmes échantillons, ça facilite et ça augmente la connaissance. Et je vais rajouter aussi que euh, à Unicancer, là, on est en train d'essayer de développer un outil pour avoir une très bonne visualisation de tout ce qui est disponible alors, en termes d'échantillons, en fonction de caractéristiques cliniques, mais aussi de tout ce qui a été fait en recherche translationnelle sur chaque échantillon, chaque patient, pour savoir, voilà, tel patient a, je sais pas, des lames digitalisées, plus un séquençage, plus, je sais pas, enfin, du RNA sec ou autre, de la protéomique, enfin, voilà, pour avoir vraiment tout un bilan complet de tout ce qui est exploitable. Et alors moi, j'ai une question pour les trois groupes. Pour ce qui est, on va dire, plus précoce des phases 1, phase 1, 2, voilà, un chercheur, l'équipe a travaillé longtemps sur une molécule. Il y a un rationnel biologique quand même très fort qu'elle peut avoir un potentiel important. Euh, Est-ce que c'est à l'intergroupe ou à un des groupes auxquels il peut s'adresser ou pour ce qui est vraiment très précoce, c'est d'autres circuits, c'est plutôt vers ces clips locaux ou voilà. Est-ce que c'est des choses que, quand en groupe coopérateur, des essais très précoces, c'est quelque chose que vous pouvez mener ou pour lesquels les chercheurs peuvent vous contacter? Je me permets pour le GERCOR, nous, on n'a jamais fait. Ouais, bon, c'est quelque chose, on n'est pas du tout actuel. Ouais, on oriente plus sur les clips. Ouais. Alors, à Unicancer, on avait un groupe d'essais précoces, mais effectivement, on l'a arrêté pour permettre au centre CLIP principalement, de mener ces essais de phase 1. Par contre,
il n'y a pas de règle comme quoi on ne prendrait pas une phase 1, clairement. On va orienter vers un centre clip, mais on peut aussi, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on pouvait labelliser des centres, c'est-à-dire de montrer, en tout cas, labelliser un essai clinique, pardon, pour, en cas de demande de financement, de montrer qu'il y a un groupe coopérateur qui appuie l'étude clinique. C'est quelque chose aussi qui peut être important. Donc nous, on peut, au sein de ces groupes scientifiques, en tout cas, avoir une présentation de l'essai de phase 1. Il peut être critiqué, augmenté, enfin amélioré aussi, hein, puisque c'est une présentation auprès d'experts. Donc ça peut être une aide, en tout cas, à la construction du projet. Donc pour les chercheurs, hein, les CLIP, c'est les centres labellisés d'innovation, non, de phase précoce. Alors le I, je ne sais pas ce que c'est exactement. Bon, et donc il y a un maillage en France, hein, c'est certains centres qui ont effectivement une structure qui fonctionne en général aussi avec un centre d'investigation clinique pour d'abord mesurer les effets secondaires des molécules, la toxicité, avant de voir l'efficacité. Et donc, il y a des designs un peu compliqués d'essais où on peut des fois voir un petit peu des pistes d'efficacité en même temps que la toxicité, etc. Et donc, il y a un maillage territorial en France, hein, c'est des structures qui sont bien identifiées et dans lesquelles, Ils sont... selon... Non, pardon. Non, je voulais juste dire qu'ils sont labellisés par l'INCa. Je crois que le I veut dire un cas. Le Ah, centre labellisé un cas en phase précoce. Je crois que c'est ça l'acronyme. et donc ça, le réseau n'a pas du tout les moyens de soutenir ce type d'études, mais peut vous, peut-être via les groupes coopérateurs, si vous êtes dans un centre où il n'y a pas de clip et où le clip peut être un peu moins porté sur les maladies digestives et peut-être sur d'autres thématiques, voir comment on peut favoriser le le passage. Alors, c'est pas parce qu'une molécule qu'on achète effectivement chez un fournisseur là, qu'on va pas pouvoir mettre tout de suite chez le patient. Il y a des petites étapes, mais voilà, on peut aider à faire le go-between. Ouais, c'est Est-ce que une très bonne chose de pouvoir passer en fait via les groupes collaborateurs. Alors, vous choisissez lequel vous voulez. En général, c'est plutôt un investigateur que vous connaissez avec qui vous travaillez, mais pour monter un essai clinique précoce, c'est une super chose de bosser avec les groupes collaborateurs. Et dans l'autre sens, ça doit marcher aussi, c'est-à-dire un groupe collaborateur qui propose un essai de phase 2 ou un essai de phase 3. Comme l'a dit Jérôme, on a besoin des inputs aussi pour discuter les études ancillaires d'emblée. Et ça, je pense que FRAP doit pouvoir aussi participer à dire qu'est-ce que un clinicien qui a pas trop de background en recherche et qui lance un essai, à qui FRAP doit pouvoir donner de l'expertise pour savoir qu'est-ce qu'on doit biobanquer, dans quelles conditions, pourquoi faire et déjà avoir des idées parce que les meilleurs essais qui ont pu être valorisés dans les trois intergroupes, c'est des essais où effectivement il y avait du biobanking programmé à l'avance avec notamment les autorisations et les consentements fait signer aux patients d'emblée. Et ça permet de gagner un temps fou parce que si derrière on a une question biologique et qu'il faut remonter une cohorte, c'est l'enfer, quoi. Donc, non, puis je suis tout à fait d'accord et je pense que là, on entre dans une ère dans le cancer du pancréas avec des molécules euh, qui vont vraiment avoir une action sur la biologie. Pas une molécule, pas de l'oxaliplatine qui va dézinguer tout ce qu'il trouve. Et là, il y a une vraie réflexion à avoir sur quand les donner, à quel type de tumeur, peut-être qu'elles ne sont pas toutes pertinentes. Euh, qu'est-ce que ça va induire comme changement dans la tumeur, ce qui fait qu'elle va peut-être être plus sensible à autre chose après, moins sensible à autre chose après. Euh, on commence à voir un peu l'effet des KRAS inhibiteurs chez la souris sur les tumeurs, hein. Ça induit des changements majeurs qui ne sont pas permanents mais majeurs. C'est peut-être une opportunité. Bon, les anti-Claudine 18, voilà, on faudra réfléchir à pourquoi ils ne marchent pas aussi bien que prévu, mais il y a d'autres types de molécules qui ciblent ça. On commence à avoir des bispécifiques en immunothérapie qui vont changer vraiment la biologie de la tumeur. Et je crois que c'est là où il y a
Il y a une collaboration qui doit se faire parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'industriels ont une volonté, et c'est normal, hein, une logique économique où la science n'a pas toujours la place qu'elle devrait avoir dans le design de l'essai, de quand est-ce qu'on donne cette molécule, combien de temps on la donne, pourquoi et avec quoi. Et là où il y a un vrai intérêt peut-être, je pense, si on commence à faire ce type d'essai en France avec ces molécules un peu très spécifiques, qu'il y ait une vraie implication des chercheurs, parce qu'encore une fois, c'est une compréhension de la biologie peut-être trop superficielle. C'est le meilleur moyen finalement d'aller planter un essai parce que on l'a pas donné comme il fallait au bon moment, etc. Et donc, c'est important de bien prendre ça en compte. Et pour le coup, là, c'est plutôt un message au groupe coopérateur. Je pense que l'expertise des équipes de recherche fondamentale qui composent le réseau, elle est à votre service pour euh, ben, voilà, aider à la réflexion si besoin vous nous demandez sur une thématique, on vous orientera vers les équipes qui sont le plus expertes en micro-environnement, en microbiote, en lésions de dommages, réparation de l'ADN que vous voulez, ce qui peut être pertinent pour vos essais. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans dans la salle, mais dans les connectés? Et donc, sinon, voilà, on va mettre à disposition, j'espère assez rapidement, donc un catalogue de tous les essais qui sont donc plutôt finis, hein, avec des collections constituées ou en cours de constitution, classés par, ça c'est la tumeur primitive, ça c'est de la métastase, ça c'est de la chimio, c'est quoi, etc. Et puis qui sera donc ensuite disponible pour le réseau pour que vous voyez s'il y a des collections qui peuvent vous intéresser. Et puis après, on vous aidera vers l'adressage, vers le promoteur de l'étude pour si vous en avez besoin, soit pour vos projets, soit futurs ou déjà en cours. Bon. Je voulais vraiment remercier s'il y a je vois pas de questions, je vois pas de main levée. Toc, toc, toc. Non. Vraiment remercier tous les acteurs des groupes coopérateurs qui ont pris de leur temps pour vous présenter. J'espère que ça améliorera les collaborations pour les essais à construire et pour les collections en cours, pour que vos demandes de financement, en fait, elles soient plus compétitives parce que vous avez une belle collection biologique humaine pour valider vos hypothèses. Super. Merci beaucoup en tout cas, Jérôme, et puis merci à tout le réseau. On est Ouais. très motivés, en tout cas, que ce soit, je pense que FFCD, GERCOR, Unicancer, mais on est très motivés, je pense, pour faire avancer la recherche translationnelle. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que nous aussi, pour monter des projets de recherche, on n'hésitera pas à faire appel à ce réseau. Parfait. Eh ben, super, merci beaucoup. Et puis les prochains rendez-vous, Norma vous donnera la date, mais donc il y a le petit webinaire qui va être sur l'immunofluorescence multiplex. Donc ça peut aussi intéresser les chercheurs translationnels, où on va essayer de vous présenter un panorama de ce qui se fait, un peu de retour d'expérience. Et puis Le 11 décembre, de 14h à 17h. voilà. On va faire 11 et l'annonce prochainement. Et puis un webinaire là plutôt à destination patient, mais où on remercie aussi les chercheurs et les cliniciens de passer un peu de temps pour essayer d'expliquer des choses compliquées aux patients. Et donc là, ça va être vraiment très basique, donc je pense que ça intéresse un peu moins la communauté de recherche de frappe, mais voilà. On vous fera aussi passer l'info, c'est le 28 novembre de 12h30 à 14h pour ce webinaire vulgarisé à destination des patients. Voilà, bon, merci à tous, très bon après-midi. Et
j'espère que ça a été utile. Donc, merci d'avoir accepté l'enregistrement. Donc, ensuite, ce sera disponible sur le lien Frappe où vous pourrez déjà un petit peu voir déjà les collections, avoir les contacts. Et puis, n'hésitez pas à contacter moi ou Norma pour qu'on vous réadresse si vous n'avez pas noté les emails et tout vers les PI ou les présidents de groupe ou les gens qui sont. Très bon après-midi, à bientôt. Merci, Merci bonne beaucoup. Bon journée. après-midi.